Lunenburg, Canada. Chaque année s'ouvre ici l'une des pêches les plus rémunératrices du monde, la pêche au homard. On y extrait de l'océan près de 70 000 tonnes du précieux crustacé pour un chiffre d'affaires estimé à plus d'1 milliard d'euros. Une pêche extrêmement réglementée qui va durer 6 mois, pas un jour de plus. Une course contre la montre avec ses règles, mais aussi ses risques, où chaque participant est prêt à tout pour pêcher le plus de homards possible. Précédemment, dans Homard pêche à haut risque, chaque équipage a mis sa stratégie en place. Je suis la première! Gail, l'ambitieuse capitaine, et sa compagne Kat ont pris des risques en pêchant loin des côtes. Une stratégie payante pour la patronne du Nelly Rowe. J'aime ça, j'aime vraiment ça. Holly, le jeune marin inexpérimenté avec un vieux rafio, a contre toute attente fait sauter la banque. Regarde ce beau gosse, 3 kilos. Trop bon! À l'inverse, Des, le boss, notre vieux loup de mer, a mal commencé sa campagne de pêche. Je suis un peu déçu, mais ça continue. Éteins le moteur, papa! Enfin, Craig, qui pêche près des côtes et qui doit lutter contre les glaces et les marées, a connu une avarie moteur qui l'a cloué à quai pour plusieurs jours. Si j'attrape 50 kilos de homard, ça couvre tout juste les frais. Mais ça met pas de beurre dans les épinards. Homard, pêche à haut risque, continue. Canada, Nouvelle-Écosse. Une semaine que nos 4 équipages quittent chaque nuit les quais de Lunenburg. Une semaine de mer, plusieurs tonnes de homards déjà collectés dans leur casier. Dans cette course contre la montre qui dure 6 mois, le mois de décembre est le mois le plus important pour les pêcheurs de homards. Il conditionne le chiffre d'affaires de la saison. Pour ce premier mois, chacun a son propre objectif qu'il va falloir tenir. Gail, qui espère pêcher 25 tonnes de homards pour toute la saison, ambitionne d'en attraper 10 en ce premier mois, soit 40% de son objectif de l'année. Holly, lui, vise 8 tonnes avant Noël sur les 15 tonnes espérées pour la saison. Avec un objectif de 10 tonnes pour l'ensemble de l'année, Desmond compte capturer un minimum de 4,5 tonnes de homards en décembre. Même objectif pour Craig, avec 4,5 tonnes en décembre pour 10 tonnes en fin d'année. Alors, qui réussira à relever le défi? Décembre est un mois dangereux pour nos pêcheurs. Tempête, bateaux soumis à rude épreuve et froid intense sont au programme. « 5 heures du matin. Comme à son habitude, Gail est déjà en mer avec un invité inattendu ce jour-là, le froid polaire. La température ce matin est descendue à moins 16 degrés. C'est vraiment pas agréable. Ici, on est obligé de faire la course contre l'hiver. Les températures de l'air et de l'eau sont très basses. Gail, qui pêche très loin des côtes, n'est pourtant pas inquiète. Ses casiers posés au large en profondeur devraient échapper au froid sous-marin, l'ennemi des homards et donc des pêcheurs. Ce qu'on voit devant nous, c'est ce qu'on appelle le sismo, une sorte de brume de chaleur malgré le froid glacial. C'est un phénomène qui se produit quand l'air est beaucoup plus froid que l'océan. En fait, l'eau est plus chaude et provoque de la condensation en surface qui ressemble à du brouillard. C'est beau, c'est très beau, mais ça veut dire qu'il fait hyper froid. Elle a anticipé le problème du froid avec ses casiers à compartiments individuels. Aujourd'hui, les homards ne survivront pas longtemps avec le vent. Il faut les mettre dans une caisse isolée très vite et à l'abri.
pour essayer de les maintenir en vie. Le froid change vraiment la manière de travailler sur le Nelly Rowe. Gail fait très attention à garder le produit en bon état et pas seulement de le maintenir en vie. C'est une obsession pour elle. Bien conditionner les homards devient notre priorité. Cela prend plus de temps, mais il faut les protéger du froid le plus vite possible. Avec un objectif affiché de 10 tonnes de homards pour le mois de décembre, Gail passe près de 17 heures en mer chaque jour. Et le froid pour elle ne change rien. En ce moment, ma stratégie, c'est de m'éloigner des côtes pour atteindre une profondeur de 100 mètres, là où l'eau est plus chaude. Et cette nuit, je pousserai mes casiers encore plus loin que l'an passé. Je cherche en permanence comment réaliser la meilleure pêche. Elle a donc posé quelques lignes de casier expérimentales un peu plus au large en eau profonde. Une nouvelle stratégie qui pourrait s'avérer payante ou désastreuse financièrement. Si tu fais de la prospection avec une cordée de 10 casiers et que tu te loupes, c'est 10 casiers de foutus pour la journée. Dans ce cas, tu perds un max de temps et d'argent. Mais t'as pas le choix. Il faut bien les chercher et les poursuivre, ces sales bestioles. Ok, relève le dernier et on bouge. Chope-le, Kat. Tu arrives pas? Gail comprend très vite le problème. Sous l'océan, par 35 mètres de fond, sa ligne a croisé celle d'un autre pêcheur. Une des pires choses qui pourrait arriver, ce serait que la corde, en s'enroulant autour du casier, vienne abîmer l'hélice du bateau. Ce qui signerait la fin de sa saison. Gail va devoir prendre tous les risques pour éviter cette catastrophe. Hey Des! Ouais. Ramène-moi le couteau, là! De leur côté, Desmond et Cecil, son marin, ont la tête des mauvais jours. Le froid les paralyse et surtout les inquiète. Par expérience, ils savent que leur casier plus près des côtes, donc moins profond, risque de ne pas voir la queue d'un homard. Ça fait partie du jeu, le froid. Personne ne m'oblige à y aller, mais j'y vais. Regarde-moi cette neige qui tombe et s'entasse. Ça va cailler. Ça sent pas bon cette journée. J'imagine. On pense la même chose. Dans ce froid glacial, les bateaux se couvrent de givre, deviennent plus lourds et plus dangereux. Le sol glissant est propice aux chutes qui ne laisseraient aucune chance à nos marins. Allez, on y va. Autre problème, et pas des moindres, le froid glacial et le vent tuent les homards en quelques minutes quand on les sort de l'eau. Alors pour maintenir sa pêche en vie, Desmond a mis en place une technique bien plus rudimentaire que Gail. Un bac de conservation réchauffé par le moteur. Avec ce froid, il gèle et meurt en un rien de temps. Il supporte pas le gel. Donc on réchauffe l'eau de mer. Et quand on sera de retour à Lunenburg, on les mettra dans le Lobster Car, notre réservoir à homards, où ils seront à l'abri du gel. Avec un objectif de 4,5 tonnes sur le mois de décembre et des casiers mal posés, pas de temps à perdre pour le boss. Ils ne seront pas trop de 4 bras pour repositionner leur ligne plus au large, en eau profonde, où les températures sont plus propices à la vie du homard. C'est la vie. Desmond et Cecil vont donc revoir leur stratégie. Décembre, c'est 50% de leur chiffre d'affaires et ils vont devoir sortir et reposer leurs 250 casiers. Allez, on y va. On va tracer pendant environ 3000 nautiques. On va à l'extérieur de la baie récupérer les casiers près de Cross Island. L'idée, c'est d'éviter le vent qui lui aussi se déplace. On verra bien. Pour rattraper son début de saison catastrophique, Desmond mise sur un de ses coins fétiches. Sera-t-il payant cette fois? Holly est lui d'humeur joyeuse. Le froid n'atteint pas le moral des troupes. Leur début de saison sur les chapeaux de roue les motive plus que jamais. Eh les gars, vous ressemblez à des pingouins comme ça. On dirait 2 pingouins qui partent pêcher. Bluff pour faire les malins devant les autres bateaux ou manière de rassurer son propre équipage. En tout cas, le jeune capitaine du Muscoot va devoir faire avec le froid. Purée, qu'est-ce qui fait froid? Cette semaine va être rude. On aura peut-être une seule bonne journée de pêche, puis ils annoncent une nouvelle tempête le week-end prochain. Le seul truc qui est bien, c'est que ça pourrait peut-être faire monter les prix. Si Holly a le moral, c'est que les premières rumeurs sur le cours du homard viennent de lui parvenir. Le kilo de crustacés pourrait se vendre à plus de 9 €
contre 8 les années précédentes. Pour moi, on devrait partir à 9 €, voire même 9,50 €. C'est inouï, hein, c'est un très bon prix. Ce serait incroyable. Allez, c'est parti. Un cours qui lui permettrait de rembourser plus vite son bateau et sa licence. Pour s'engager dans la compétition, Holly a dû emprunter plus d'1 million de dollars. Les gars bossent dur pour gagner cet argent, mais c'est une activité saisonnière. Ils ont énormément investi, ils ont tous des prêts à rembourser pour leur bateau. La licence à elle seule coûte 500 000 $, parfois plus. Et tout ça dépendant de la nature. Faut vraiment en vouloir. Rassuré par sa première semaine de pêche, il a révisé son objectif à près de 8 tonnes pour ce mois de décembre. Presque autant que Gail. Waouh! Regarde-moi ça comme il est beau. La pêche commence bien. Notre capitaine novice profite encore de sa bonne étoile. Les homards s'entassent. Il y avait plein de homards et peu de pêcheurs. Voilà ce que je cherche. Allez, on y retourne. À peine quelques casiers et l'équipage a déjà récupéré près de 40 kilos de homards, dont plusieurs jumbo, ces homards géants qui peuvent peser jusqu'à 4 kilos. C'est génial. Une aubaine pour le marin qui a presque oublié le froid. Oh merde. Et les températures extrêmes qui menacent la vie des précieux crustacés. Qu'est-ce qu'il y a? Il est mort? Ça fait un moment qu'il bouge plus depuis qu'il est sorti de l'eau. Et comment vont ceux-là? Est-ce qu'ils ont assez d'eau? Merde. Négliger le froid, un oubli qui pourrait coûter cher à Holly. Il risque de voir ses homards mourir un à un. Si Holly a pu sortir sans encombre du chenal, pour Craig, c'est une toute autre histoire. Dernier à partir ce matin-là, Craig Tanner, comme les autres, doit affronter le froid. Craig, je t'en supplie, avant de faire quoi que ce soit, mets le chauffage, on se les gèle. Pour allumer le chauffage, il faut démarrer le moteur. Mais le vieux bateau de notre marin a bien du mal à se réchauffer lui aussi. C'est vrai que je pourrais en acheter un nouveau, mais dépenser 500 000 $ pour un bateau neuf, ça me branche pas. Quand j'ai un problème, je le répare. Si j'en prends bien soin, il devrait pouvoir tenir encore 20 ans. C'est un bateau qui a déjà 32 ans, il devrait tenir. Alors? T'inquiète. Après un début de saison difficile, une voie d'eau qui a failli le faire couler et des homards qui semblent fuir ses casiers, Craig est bien décidé à changer la donne. Mon objectif, c'est d'avoir une saison tranquille, sans problème. Attraper quelques homards, gagner un peu d'argent. Je veux une année calme pour changer. Avec seulement quelques centaines de kilos en une semaine, il est loin des 4,5 tonnes qu'il s'est fixé comme objectif en décembre. Alors le sympathique capitaine n'a pas d'autre choix que de sortir tous les jours. Il fait tellement froid. Sa position géographique le protège du vent, en théorie. Et sa proximité avec le large lui permet de gagner du temps pour rejoindre la baie et l'océan. Mais contrairement à ce qu'il espère, les éléments semblent se liguer contre lui. Je vois de la glace. La marée l'a obligé à attendre la pleine mer pour partir, laissant le temps aux glaces de s'installer. J'espère qu'il n'y aura pas trop de glace pour passer. Je sais pas si on va y arriver. Là où je pêche, aux alentours de Stonehurst, s'il souffle un vent du nord, quand il fait très froid et que le vent s'arrête pendant la nuit, le chenal peut geler et dans ce cas, impossible de sortir. La baie de Stonehurst est en train de geler littéralement. Le froid polaire risque d'enfermer notre marin. On verra bien ce qui se passera. Le froid n'a rien arrangé. Non. S'il n'y a pas trop de glace et qu'on a des casiers à l'eau, on essaye de maintenir un passage ouvert si le vent nous le permet. Et s'il commence à faire très froid et que ça gèle, on est bloqué jusqu'à la fonte. C'était quand la dernière fois qu'il a gelé ici? 4 ou 5 ans. C'était en 2014. On a été bloqué pendant 3 semaines. On ne pouvait pas rejoindre le large. Impossible de pêcher.
Ça sent pas bon. On va monter sur la glace, jeter un coup d'œil. Ouais, on va essayer. Ouais. On fera ce qu'on peut. Nos marins vont tester la résistance de la glace pour voir si le bateau peut la briser en passant. Ralentis, stop, stop. Si Craig y va doucement, c'est que la glace est très épaisse, entre 10 et 15 cm. Oh mon Dieu. Jesus Christ. Elle pourrait endommager le vieux bateau. Coupante comme une lame, elle pourrait l'ouvrir comme une vulgaire boîte de conserve. Alors après une tentative, nos marins abandonnent et sortent de cet étau de glace. C'est bon. On est hors de danger. Ok. Ouais, mais c'est encore une journée de foirée. Un jour de plus et la dette se creuse, Craig. Ouais, enfin, bon, gardons le sourire. Oh mon Dieu. Fin de journée pour Craig. Décidément, le sort s'acharne et met notre capitaine sous pression. Encore un jour de pêche en moins, c'est de l'argent qui s'envole. Malgré son optimisme à toute épreuve, Craig commence à trouver le temps long. Retour sur le Nelly Row, où l'on retrouve Gail et Kat en train de se débattre avec une de leurs lignes. Ça y est, vous l'avez chopé? Je le coupe? Le plus dangereux, c'est de se faire entraîner au fond. Je connais un capitaine qui a perdu la vie il y a quelques années. Il s'est pris la main dans un nœud de la corde, a basculé par-dessus bord, et le poids des casiers l'a directement entraîné au fond. Son équipage ne savait pas ce qu'il fallait faire. Et quand il a été entraîné au fond, les autres marins ne savaient pas manier le bateau pour le secourir. Un par un, Gail va remonter ses casiers en prenant soin de maintenir le bateau à l'aplomb de la ligne et les désolidariser de la ligne mère pour ne pas les perdre. C'est compliqué car il faut travailler sur la ligne, essayer de la démêler, garder le bateau du bon côté pour ne pas mettre la corde dans l'hélice. Tour à tour, elle récupère ses derniers casiers, gérant la position de son bateau qui tangue sous le poids de la ligne, coincé au fond sous un autre trål. Mais cette fois, Gail va devoir sacrifier sa corde de lestage, trop emmêlée dans la ligne de l'autre pêcheur. Et voilà, opération réussie. Il n'y a plus qu'à remonter ensemble les casiers sur une nouvelle ligne. La panique oubliée, il est temps de réfléchir. Qu'est-ce que j'ai dans les mains? Des casiers et une corde trop courte. Qu'est-ce que je peux faire pour la rallonger? C'est simple, je peux tresser deux cordes ensemble pour qu'elles soient plus longues. Le nœud que j'ai fait s'appelle un nœud de pêcheur ou un nœud marin. Il y a plusieurs noms, dont le nœud d'amoureux aussi. C'est marrant parce qu'on l'a noué lors de notre mariage. C'est un nœud ultra solide qui passe par la poulie de relevage. C'est le nœud le plus important. C'est pas très joli, mais ça fonctionne. Et la corde redevient aussi solide qu'avant. Fais attention à toi avec ce truc. Un incident qui a fait perdre un temps précieux à Gail. Les filles vont devoir faire vite si elles veulent lever les 250 casiers avant minuit. On y est presque, c'est presque prêt. C'est le casier numéro 13, Kat. Ouais. Après un début de saison en dessous de ses objectifs, Des a changé de stratégie en posant des pièges aux alentours de Cockum's Island. Et ça paye. En cette fin de journée de la mi-décembre, il a récolté plus de 300 kilos de homards, soit depuis le début de la saison, presque 3 tonnes et demie, un record personnel pour le boss. La pêche est plutôt bonne, comparée à ce que je pensais. Si le capitaine est content, eh ben je suis content. Les résultats traduisent deux choses. Soit on peut en conclure qu'il y a plein de homards, soit que dans les prochains jours, il y aurait une baisse brutale des prises. En début de saison, on ne peut pas savoir. J'avance tranquillement vers la baie. Ça marche, on se voit tout à l'heure. D'accord, il fait froid. Putain, il fait tellement froid. Et pour gagner plus d'argent,
Notre vieux loup de mer sait d'expérience qu'il faut garder ses homards pour attendre que les prix montent. C'est ici, dans cette immense cage, un lobster car dans le jargon pêcheur, que Desmond cache son trésor. Le lobster car où je stocke mes homards m'appartient. Je ne l'ai pas acheté. Je l'ai construit avec des potes. Il m'a coûté très peu d'argent, mais il m'a permis d'en gagner beaucoup au cours de ces dernières années. On a un système très bizarre. Les acheteurs ne veulent pas dévoiler leur prix la première semaine. Du coup, on ne sait pas ce qu'on gagne. C'est l'une des raisons pour lesquelles je l'ai construit. Je ne vends pas mon homard tant que je ne sais pas combien on va me le payer. Ce réservoir à homards permet de maintenir en vie les crustacés pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Desmond les conditionne dans des casiers de 50 kg. Les homards ne sont pas en liberté dans le lobster car pour éviter de s'entretuer. Immergés à quelques mètres de profondeur, les homards ne craignent plus le froid. Ils ne s'alimentent plus et entrent dans une sorte d'hibernation d'où ils sortiront quand Desmond les récupérera. Il lui suffira alors de les sortir quand le prix d'achat lui conviendra. Mais pour l'instant, on ne connaît même pas le cours du homard. Ça casse les pieds, cette histoire-là. Les acheteurs n'ont qu'à nous payer correctement dès le début, au lieu d'essayer de voler tout le monde. Personnellement, je pense que c'est une grosse farce. Qui d'autre se voit obligé de travailler sans savoir ce qu'il sera payé? Et s'il décidait de payer juste 3 € le kilo? Et voilà, c'est ça l'histoire. Pas vrai, Des? C'est clair. Un prix fixe et basta, c'est ce qu'on veut. Il y a des gens sur les côtes qui ne peuvent pas les stocker. Sur la côte ouest, par exemple, ils n'ont pas de réservoir. S'ils gardent les homards, ils gèlent et crèvent. Donc ils vendent. Grâce à son coffre-fort géant, Desmond gère sa pêche au jour le jour. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Ouais, c'est vrai. Nous, on a vendu les premiers jours sans connaître le prix. Mais j'ai pas senti qu'on essayait de m'arnaquer. Et ça me rassurait d'avoir vendu des homards, d'avoir de l'argent sur mon compte en banque. Holly n'a pas vraiment le choix. Endetté, il doit vendre ses homards, qui, stockés dans de grands bacs sur son bateau, risqueraient de geler. Salut Bob. Hey Bob. Alors tous les soirs, il a rendez-vous sur le quai avec son acheteur pour jouer une partie serrée. Je me sens pas particulièrement attaché à un acheteur, comme si je ne devais négocier qu'avec une seule personne. Il y en a plusieurs en ville, mais j'ai de bonnes relations avec Bob, qui me rend des services hors saison, comme par exemple le droit d'utiliser son palan pour monter le mât de mon bateau ou des trucs comme ça. Je peux compter sur lui. Depuis le Dumping Day, le premier jour de pêche, Holly vend ses homards à l'aveugle. Le prix officiel que fixent les groupements des grossistes n'est pas connu. Alors Holly doit faire confiance à son acheteur, qui paye une partie de la marchandise à l'avance. Quoi de neuf sur le prix? Qu'est-ce que tu sais? Les pêcheurs sont dépendants des acheteurs. En réalité, c'est l'acheteur qui fixe le prix et donc négocie au plus bas. C'est une année de dingue, hein? Ouais, c'est pas top. C'est pas top? Qu'est-ce que tu veux dire? Depuis le premier jour de pêche, Holly a déjà livré 5 tonnes de homards à son acheteur, qui lui a promis un prix plancher de 9 € le kilo. Mais si les cours s'envolent cette nuit à l'annonce du prix officiel, ce dernier acceptera-t-il de réévaluer son offre? C'est tout l'enjeu de la négociation. Une partie de poker menteur où il faut jouer serré. On en est où du prix? Tu penses pas qu'on va rester à 8 € pour les premiers jours? Non? Quoi, cette année? Non, non. Ok, on est d'accord. Je sais que ce sera pas 12,30 €, mais ce sera environ 11 €. Entre toi et moi, voilà ce que je pense. Tu auras 11,50 €. J'espère avoir au moins ça. Ce sera peut-être 12,30 € ou moins. Ouais, je sais. Ok. D'accord, on décidera demain? Ouais. Et tout ce qu'on a vendu dès le premier jour, ce sera au même prix. C'est ce que t'as prévu? Ouais, je te donnerai pas moins de 10. Ouais, ok, on a un deal. Bon, on verra. On saura demain. La rumeur sur un prix très haut cette année enfle de plus en plus sur les quais de Lunenburg. Et Holly compte dessus pour régler ses dettes et son investissement.
Ça m'étonnerait que ce soit 12,30 €. Tout le monde serait surpris si c'était 12,50 €. Je pense que 11 €, c'est déjà raisonnable. Si c'est autour de 10 €, je serais un peu énervé. « 3 heures du matin, Gail débarque sur le quai après une courte nuit. Et pour une fois, elle n'est pas la seule. Tous les marins sont là. Il faut dire qu'ils ont appris cette nuit le prix du homard fixé par les grossistes. Et tous ont eu beaucoup de mal à dormir. Ce qui me rend dingue là tout de suite, c'est le prix annoncé. Personne n'aurait pu imaginer ça cette année. Je pensais pas qu'on aurait ça. Mon Dieu, c'est la première fois de ma vie que je vois des prix pareils. C'est dingue. C'est incroyable, c'est de la folie. Il y a 7-8 ans, c'était 4,50 €. Tous les acheteurs ont reçu des commandes pour Noël, le Nouvel An, la Saint-Valentin. Et ça me sidère. Je n'avais jamais vu des prix aussi élevés pour l'ouverture d'une saison auparavant. C'est tout simplement génial. €12,50 € le kilo. Incroyable, du jamais vu. Bon nombre de pêcheurs devraient vider leur réservoir à homards dans les prochains jours et vendre une grande partie de leur pêche. L'argent va couler à flot sur les quais de Lunenburg. Mais pour l'instant, il faut penser à la journée de pêche, et celle-ci s'annonce mal. La pluie a remplacé la neige, et au froid pourrait bien s'ajouter une tempête qui devrait arriver dans la journée. Quel sale temps! On sort de la baie là, et la pluie est à l'horizontale. D'après le mouvement du bateau, on sent qu'il y a une forte houle. Ce ne sera pas une bonne journée au niveau de la météo. Il faudra faire attention. Ça va être une journée très difficile. Attends que la bouée revienne. Fais attention à toi, Kat. Joli casier. Attention, mets-toi bien sur le côté. Ok, c'est bon. Pour Desmond, qui veut éviter au maximum cette tempête, le temps presse. Si on part pas maintenant, vu la météo, on est cuit. Faut y aller tout de suite. Desmond connaît les dangers d'une mer déchaînée. Mais l'annonce des 12,50 € le kilo de homard le motive plus que de raison. Il décide donc de partir. Oh mon Dieu, mon Dieu! Si Cecil est de mauvaise humeur, c'est que les tempêtes lui rappellent de mauvais souvenirs. Capitaine de son bateau quelques années auparavant, Cecil a vécu un drame personnel. Pendant plusieurs années de navigation, j'étais responsable de 16 à 19 hommes sur mon bateau. Donc ils écoutaient ce que je leur disais. Et un jour, j'ai perdu un membre de l'équipage aux alentours de George Bank. Mais je préfère ne pas en parler. Des cicatrices qui ont du mal à se refermer. 6 ans après, la douleur est encore là et Cecil ne sera plus jamais capitaine. Alors quand il faut sortir par gros temps, il s'en remet au boss, Desmond. S'il dit d'y aller, on y va. S'il dit de venir, on vient. Comment ça va, Des? Quelles sont les conditions de ton côté? Oh, pas si mal. On avance bien malgré le vent. Ouais, ok, merci. Bonne chance à toi. Toutes les saisons sont risquées. Vous savez, c'est un jeu très dangereux. C'est un jeu qui coûte cher. Le fait de pêcher est un grand risque en lui-même. L'autre risque, c'est qu'il n'y ait aucun homard. C'est un vrai temps de chien. Des conditions extrêmes qui peuvent s'avérer dangereuses, surtout quand on n'y est pas préparé.
ce qui est le cas d'Ollie, parti à l'aveugle en mer sans consulter la météo et se soucier du danger. Il est loin d'imaginer ce qui va lui tomber dessus. Il y a un peu d'air chaud. Je pense même que ça pourrait être une belle journée. Si tous les marins sont collés à leur smartphone en vue de la tempête qui se profile, Ollie, lui, a quelques soucis. Putain, mon opérateur téléphonique m'a coupé la 4G hier. Va savoir pourquoi. Ça m'est jamais arrivé avant que je change de forfait. J'ai changé de forfait téléphonique une semaine avant la saison, pensant que ça se passerait à la cool. Mais hier, je reçois un message qui me dit « Votre portable est désactivé car vous avez dépassé votre forfait Internet. » Oh, ils m'ont coupé le réseau, les salopards. Je peux appeler en cas d'urgence. J'aurais pas quitté la maison sans ça, c'est trop dangereux. Mais j'ai plus accès aux applications. Ouais, c'est chaud quand même. En quelques minutes, tout bascule. La tempête vient frapper Ollie et son équipage de plein fouet. Ouais, ça tangue beaucoup, c'est clair. Le bateau se retrouve en pleine pêche, dans des creux de 4 mètres, et risque de perdre ses casiers. Désolé pour ça, les gars. On va essayer d'éviter le chaos. Faut juste rester tranquille, c'est tout. Pas besoin de stress. La journée est déjà très longue sans ça. On va tranquillement à la cool. Enfin, si on peut. Il faut toujours rester vigilant, parce que des choses peuvent arriver très vite. Tu peux t'emmêler dans les cordages et ce sont des erreurs qui peuvent être mortelles. Le froid, la fatigue, la puanteur des appâts, les vapeurs d'essence et la houle n'arrangent rien. Pour Aaron, la journée est un cauchemar. J'ai été vraiment surpris. Le mal de mer m'a pris au dépourvu. C'est la première fois que je suis malade comme ça. Je ne m'y attendais pas du tout. C'est affreux comme sensation. J'étais vraiment paralysé. On ne peut rien faire. Ni bouger, ni parler. C'est une souffrance terrible qui ne s'arrête pas. Aaron, ça va? Non, ça va pas du tout. Mais pris dans la houle, il faut faire vite pour sauver les casiers qui pourraient s'en mêler. Aaron, tu te sens mal? Ouais. J'imagine. Ça fait un moment que je t'ai pas vu sourire. Quand quelqu'un se sent malade, il doit lutter contre le mal de mer et terminer la journée. S'il tombe malade à plusieurs reprises, il faut se poser la question de le garder. C'est le risque de travailler en mer. Oh purée, ça craint. Regarde ça, Ollie. C'est accroché à quelque chose. Ouais. Un casier est bloqué sous le bateau, au niveau de la pompe à eau. Comment ça a réussi à s'accrocher là? Un chaumard, ce taquet où l'on accroche les amarres du bateau et les lignes de pêche, s'est brisé sous le poids de la ligne, laissant filer la corde sous le bateau. Une chance qu'Aaron ne se soit pas pris les pieds dedans et l'ait attrapé à temps. Aaron serait passé par-dessus bord. Cette fois, Ollie décide de rentrer au port. Il n'a pas levé tous ses casiers, mais il ne veut plus risquer le moindre accident. En vrai, j'étais un peu déçu de cette journée-là, où j'espérais mieux, mais je me console avec le prix. On a fini par avoir un très bon prix, donc au final, je ne suis pas si déçu que ça. À quelques milles nautiques au large, Gail met les bouchées doubles. Ses casiers sont plus loin et le trajet est plus long. Et la tempête arrive. Alors il faut les relever le plus vite possible. Ça va être pourri, ça. Mais un énorme problème va changer la donne sur le Nelly Row. Celui-ci est trop petit. Revérifie-le. Keira est la dernière recrue du bateau. Une moussaillonne pleine de bonne volonté, mais encore brouillonne.
J'ai dit à Kat, tu sais, c'est bizarre que Keira ne pose pas de questions. Je n'aime pas que les gens ne posent pas de questions quand ils sont nouveaux, parce que c'est louche. Kat savait qu'il y avait ce que l'on appelle des tinkers, des homards trop petits, en dessous de la taille légale. Alors pour faire un test, elle les a mis parmi les autres au lieu de les jeter. Et Keira leur a mis des élastiques. Et là on s'est dit, oh merde, ça craint. La législation est formelle. Les crustacés retenus doivent mesurer 8,7 cm au minimum entre l'œil et le début de la queue. En dessous, ils doivent être rejetés à la mer. On est dans un beau pétrin. On est mal, hein. Ces homards sont très loin d'avoir la taille requise. Quelle galère! On ne peut pas se permettre de faire une telle erreur. C'est tolérance zéro. Si je me fais prendre avec ne serait-ce qu'un seul tinker, ce sont des milliers de dollars d'amende. Et ma réputation est foutue. Des milliers de dollars. Je vais devoir remonter toutes mes caisses du réservoir et vérifier ces foutus homards un par un. Je suis vraiment désolée. Bon, on va les checker. Au moins on sait maintenant. Mais il va falloir vérifier ça. C'est le problème quand on a des nouveaux à bord. Une erreur capitale en cas de contrôle par le ministère de la Pêche. Un seul homard en dessous de la taille réglementaire et c'est le retrait immédiat du permis de pêche. La pire sanction pour un capitaine. Craig, parti à minuit pour éviter la tempête, rentre déjà. À bord du Melissa Ann, près de 400 kg de homards. Une bonne journée qui compense un peu le mauvais début de saison. Ça glisse ici. Ça glisse, non? Fais gaffe. On se demande bien pourquoi. Craig, en retard sur ses objectifs, compte comme les autres sur le prix du homard pour se refaire. Il a donc décidé de garder ses prises pour jouer sur le court. Mais à 12,50 € le kilo, il est temps de vendre. Comme d'habitude, notre capitaine a dû improviser. Pas de réservoir à homard pour la conservation, il a bricolé des casiers attachés les uns aux autres qui flottent entre deux eaux. Gary, il faut que tu m'emmènes là-bas à détacher cette corde. On la ramène sur le ponton pour ramener les caisses. Une installation précaire qui, avec les grands froids des derniers jours, pourrait lui jouer des tours. Oh là, c'est galère, l'eau est glacée. Je déteste garder des homards en réserve. Il y a des types qui les stockent dans des tubes ou des cages ou des caisses. Et ils les gardent comme ça pendant des mois d'affilée. Si tu veux mon avis, ça joue sur la qualité du produit. Lâche un peu encore, papa. Ah, ok. Pour aller vite et éviter que ces homards ne gèlent le temps du chargement, Craig a mobilisé toute sa famille, ses fils, sa femme, sa fille et ses frères. En moyenne, on met 115 livres par caisse, un peu plus de 50 kilos. Ça pourrait être un peu plus ou un peu moins. Ça dépend de comment on arrive à les rentrer. S'ils s'agitent, on n'arrive pas à bien les tasser. Mais les jours de grand froid, quand ils sont presque morts, ils s'entassent à merveille. Ce petit gars est fort comme un taureau, en tout cas. Ouais, ça dépend des jours. Mon salaire, ça dépend des années. Je peux espérer gagner entre 60 000 et jusqu'à 100 000 $. Pour les 6 mois de pêche, ça dépend des prises. On les ramène tous, Craig? Tant qu'à faire, ça leur fera pas de mal. Ok, 16 et... 16 caisses et demie. Donc ça fera, si le compte est bon, 900 à 1 tonne de homard. « 12 271 €. C'est un sacré chèque.
Une semaine de travail, c'est pas mal, Craig. Mais c'était plus d'une semaine, Logan, c'était 2. Mais bon, on va pas se plaindre. Dans tous les cas, on gagne plus que ce qu'on gagnerait sur Terre à cultiver des patates. Et on est sorti qu'1 ou 2 fois par semaine avec toutes nos galères. Mais je serais étonné que le cours du homard monte plus. Résultat en dessous des objectifs pour Craig, seul le cours élevé rattrape un peu le manque à gagner. Mais le mois n'est pas terminé pour le capitaine du Melissa Ann. Alors qu'en haute mer, Gail et son équipage traversent une mer déchaînée, les creux dépassent les 5 mètres et l'océan commence à déferler. Keira vit l'enfer. Elle est au bord de l'évanouissement. Décidément, la jeune mousse n'a ni l'œil ni le pied marin. Bien sûr, je me faisais du souci pour ma petite nouvelle. Il y a environ 25 nœuds de vent. La mer est très agitée, le bateau tangue fort, et en plus, il y a toutes les odeurs d'appât et d'émanation de gaz d'échappement. Passablement agacée par la première erreur de Keira, qui a laissé bon nombre de homards en dessous de la côte, Gail ironise et a du mal à masquer son énervement. Je crois pas que Keira veuille un sandwich. Mais impossible pour Keira de tenir son poste. Elle est comme foudroyée par le mal de mer, incapable de faire un geste. Elle laisse Kat et Scott seuls à travailler sur le pont arrière. Bien sûr qu'on est gagné par le mal de mer. Je ne saurais dire combien de fois j'ai vomi dans un casier que je relevais. Et j'ai jamais cessé de travailler parce que j'étais motivée, même avec la nausée. Une équipière qui se trompe et ensuite malade. C'est une journée noire pour Gail, qui va devoir oublier ses 20 heures de pêche prévues et rentrer au port pour vérifier ce problème de taille de homard. Elle ne le sait pas encore, mais ce retour pourrait bien s'avérer cauchemardesque. Le vent qui souffle à plus de 25 nœuds freine le retour du Nelly Rowe. Et ce que Gail redoute le plus est sur le point de se produire. La police des pêches canadiennes, ce qu'ici les pêcheurs appellent les DFO, patrouille dans la baie. Pendant toute la durée de la pêche au homard, on essaye de maintenir l'ordre du mieux qu'on peut. Géographiquement, c'est assez éprouvant parce qu'il y a des centaines de kilomètres de côte. On vérifie qu'il n'y a pas de pêche autre que celle du homard. Ils ne peuvent détenir sur le bateau que des appâts et du crabe vert. Mais on sait qu'il y a des pêcheurs qui gardent de la morue. On est toujours à l'affût de ces choses-là. L'autre contrôle porte sur la taille des homards et les femelles qui doivent être relâchées, ainsi que les homards pucés qu'il faut remettre à l'eau. On porte des armes pour notre propre protection et celle des autres, car ce qui s'apparente à un bateau de pêche peut aussi transporter des substances illégales ou des personnes illégales. Ce genre d'événement pourrait dégénérer en affrontement physique, pour lequel nous devons être préparés. Bridgewater Zodiac, Bridgewater Zodiac, détachement Bridgewater, vous me recevez? Oui, Brad, je te reçois. Ok, c'est bon, vous pouvez procéder au contrôle aléatoire et à la vérification des navires. Merci, Brad. On vous appelle quand on est sur site. Desmond, qui vient de rentrer à cause de la tempête, ne se doute pas que la police maritime va débarquer sur son navire. Salut Des, ça va? Ça va mon pote? On vient juste faire une inspection. T'as rien à signaler? Signaler quoi? Toujours les mêmes emmerdes, mais rien d'autre à signaler. Oui, on va regarder. Un contrôle aléatoire dont Desmond connaît le principe, comme les contrôleurs d'ailleurs. Lui aussi peut risquer gros si le contrôle trouve un homard illégal. Si tu as des prises à bord, on va jeter un coup d'œil sur tes homards et tes papiers. À quelques encablures de là, Gail a vu le bateau des DFO.
Si celui-ci venait à contrôler le réservoir à homards du Nelly Row, cela pourrait très mal se passer. Passe-la autour du taquet. Non, non. L'erreur d'inattention de Keira, qui a mal mesuré les homards, pourrait lui coûter toute sa saison de pêche. Un homard trop petit et adieu sa licence à 500 000 $. J'avais des tonnes de homards qui flottaient dans mon réservoir, avec parmi eux des homards potentiellement trop petits. Ils étaient déjà dans des caisses, il a fallu qu'on les ressorte pour les trier. Pas le choix. Tout l'équipage s'empresse de ressortir les tonnes de homards stockés pour les mesurer un par un, au cas où la police maritime aurait la mauvaise idée de débarquer. Mince. Peut-être que Keira pourrait vous aider, non? Ben, on n'a que 2 gabarits de mesure. Enfin, il y en a qui sont gros, pas la peine de les mesurer. C'est vrai. Oh non, attrape-le! Merde, la gaffe! Qu'est-ce qui se passe? Keira est sur le point de tout faire capoter. Elle a lâché à l'eau la gaffe qui permet d'aller attraper les casiers au fond du réservoir. Cette fois, Gail ne peut plus tenir. Elle préfère s'isoler dans la cabine pour ne pas jeter Keira par-dessus bord. Sur le Fundie Jewel, les DFO sont encore occupés à contrôler les prises de Desmond, ce qui laisse un peu de répit à Gail et son équipage. En ce qui concerne les homards, on détermine la longueur en mesurant de l'arrière de l'œil jusqu'au bout de la carapace. Donc, je place le gabarit dans l'orbite de l'œil. La carapace doit dépasser le gabarit, sinon le homard n'atteint pas la taille réglementaire. Si on reçoit des informations qui prêtent à croire qu'une personne pêche des homards en dessous de la taille réglementée, celle-ci pourrait facilement se voir ôter sa licence pendant très longtemps. Il est même possible que son inscription personnelle de pêche soit annulée, ce qui l'empêcherait de participer à toute autre pêche. Je suis responsable de la mesure des homards. Et en cas de problème, c'est moi qui traque. Le moussaillon, ou celui qui mesure les homards, n'est pas la personne qui serait inculpée. Ce serait le détenteur de la licence, parce que c'est à lui qu'il revient de s'assurer que chaque prise retenue est légale. La mesure est bonne. Tant mieux. Ok, c'est bon. Merci. Tout est en règle pour Desmond. Les policiers repartent à la recherche de fraudeurs, ce qui n'arrange pas les affaires de Gail, toujours occupée à trier les homards trop petits qu'elle n'a pas le droit de relâcher au milieu de la baie. Vous en avez fait combien? Allez, on se magne. Une des mauvaises conséquences du fait d'être capitaine, c'est que tu es responsable de tout. Donc en fin de compte, c'est de ma faute. Je n'ai pas assez vérifié. Allez, on inspecte. Monte dessus. On va vérifier ce réservoir à homards. C'est bon pour cette caisse-ci, je pense. Merci, referme-la et remets-la. Merci. Non, celui-ci est vide. Allez, ferme celle-ci, on check les dernières. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Moi, je vérifierai. Allez, c'est bon pour moi. Celui-là, c'est bon. Brad, on a presque fini. On va rentrer au vaisseau patrouilleur. Ok, merci de nous tenir au courant. Wedgewater, terminé. Il s'en est fallu de peu pour Gail. La police maritime est passée juste à côté de son réservoir à homards. La capitaine du Nelly Row peut remercier sa bonne étoile. Ouh, on a perdu quelques caisses, mais il est à moitié rempli.
Malgré la faute de Keira, l'équipage du Nelly Rowe a pêché au mois de décembre plus de 10 tonnes de homards, plus que l'objectif. Mais contre toute attente, Gail a choisi de ne pas vendre à 12,50 € le kilo. Ah non, un conseil, ne vend pas tes homards. Moi, je les garde tous. Ne les vends pas, crois-moi. Ouais, bonne chance alors. On en reparlera, Gail. On va essayer. Keira, épuisée, ne demande pas son reste et file à l'anglaise. Hé, Keira, tu vas revenir? Ouais, je vais essayer de revenir. Ok, t'es folle. Je n'arrive pas trop à savoir ce qu'elle pense. On verra bien. Mais la journée a laissé des traces, et la veille de Noël, la mauvaise nouvelle tombe. Ah la vache. Quoi? Regarde. Les mots me manquent. Keira? C'est de Keira. J'ai pensé qu'il valait mieux que je m'exprime, ce qui n'est pas toujours évident pour moi à faire, ok? Mais j'ai un peu peur de revenir et de me faire encore plus mal. Genre, c'est tout? Je sais pas, c'est assez ambigu. C'est quoi ce bordel? Est-ce qu'elle revient? C'est la pêche. Et si je voulais y aller demain? Qu'est-ce que je suis censée comprendre? Au début, avec Kat, on s'est dit tant pis. Parce qu'on avait déjà fait un tiers de la saison dernière toute seule. On s'était débrouillés. Je vais carrément lui demander si elle peut venir demain. Ouais. Parce que quand même, elle nous prend de court. C'est elle? Ouais, non, elle viendra pas. Keira les abandonne du jour au lendemain. Elle ne se sentait pas à la hauteur, donc voilà comment ça s'est terminé. Alors, faut trouver quelqu'un. Je sais. Ça craint grave. Pour la première fois de ma vie, j'ai des problèmes de dos cette année. C'est la première fois. Donc ça n'a pas été marrant. Mais bon, j'ai pas trop le choix, donc je gère. C'est dingue. On dirait qu'on n'est plus que toutes les deux. Fin décembre, Gail dépasse son objectif avec 10 tonnes d'œufs, soit 125 000 € au cours du jour. Mais l'ambitieuse capitaine a choisi d'attendre pour vendre son trésor en espérant une hausse des prix. Il manque 1 tonne à Holly pour atteindre son objectif de 8 tonnes, mais lui a tout de même empoché 86 000 €. Des aussi réalise une performance lors de ce premier mois avec 5 tonnes de homards attrapés pour 4,5 espérés, empochant 62 500 €. Grand perdant du mois de décembre, Craig est à la traîne avec 1 tonne 700 de crustacés et un gain de 21 250 €, loin des 43 000 € espérés. Loin de passer un hiver tranquille, nos pêcheurs connaîtront dans le prochain épisode la pire tempête de neige de leur carrière, les poussant à la limite du raisonnable. Logan! Arrête-toi! Quoi? Arrête-toi! Accident, panne, avarie, abandon. La pêche au homard est vraiment une pêche à haut risque.